Castignac est heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question de la symbiose industrielle. Et pour ce faire, nous irons chez EDF où nous allons rencontrer Solène Lebourdiec, chef de projet R&D dans cette belle entreprise, un peu symbole de toute question énergétique, décarbonation, efficacité énergétique. Bonjour Solène. Bonjour Valentina. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je travaille en recherche et développement. Donc, je suis chef de projet à la R&D d'EDF. Et donc, je travaille sur le sujet de l'économie circulaire avec toute une équipe, donc des chercheurs, des doctorants et des stagiaires. Et effectivement, ça peut paraître un peu étonnant parce que dès qu'on mentionne EDF, on pense tout de suite à la question de la décarbonation, de l'efficacité énergétique, comme je le disais. Aussi car le groupe a marqué ces questions dans sa raison d'être. Donc aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire, mais on va expliquer un peu le lien entre ces deux dimensions. Mais si tu peux commencer par nous dire un peu la raison d'être d'EDF, elle dit quoi ? Oui, donc en effet, EDF a une politique RSE, comme beaucoup de grandes entreprises, et s'est dotée d'une raison d'être depuis 2020. Et donc effectivement, dans sa raison d'être, l'idée c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en conciliant la préservation de la planète, le bien-être, le développement. Donc grâce à quoi ? À l'électricité bien sûr, mais aussi à des services et des solutions innovantes. Et c'est grâce à cette deuxième partie de la raison d'être, peut-être, que nous allons pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui on a EDF pour parler de symbiose industrielle. Quelle est la genèse de cet intérêt chez vous ? Comment vous y êtes arrivé ? Exactement. Donc c'est en fait grâce à cette raison d'être qu'on a décidé de s'intéresser à l'économie circulaire. Et donc à la R&D, on a lancé un projet qui s'intéresse donc à la décarbonation des territoires en utilisant l'outil, l'économie circulaire finalement comme un outil. Et donc c'est le projet que je pilote. Donc c'est intéressant parce que tu as la décarbonation qui va de soi pour EDF, je dirais, l'ancrage territorial qui semble caractériser un peu cette démarche et l'économie circulaire comme outil de décarbonation. Ça, c'est un peu le triptyque qui caractérise ce projet, c'est ça ? Exactement. Alors dans ce projet, en fait, on travaille sur pas mal de sujets. On travaille autant sur la formation que la normalisation, le développement de méthodes et logiciels d'aide à la décision. Donc on travaille pour les métiers du groupe EDF. Et on s'est très vite intéressé à la symbiose industrielle sur les territoires. Et dans ce cadre-là, on a développé une démarche innovante qui s'appelle Epiflex. Oui, donc Epiflex, c'est un peu votre projet phare, si je comprends bien, au sein de cette démarche. Il a eu lieu, ce projet ? Dans quel territoire on est ? Alors effectivement, cette démarche a émergé grâce à un projet. Donc en fait, de longue date, on s'est intéressé à la décarbonation des procédés industriels pour faire de l'efficacité énergétique. Et dans ce cadre-là, on a cherché à regarder comment on valorisait la chaleur fatale des industriels. Donc en fait, la chaleur qui est perdue sur les sites industriels. Donc de fil en aiguille, on a développé un certain nombre de modèles. Et ces modèles mathématiques, on les a étendus à une échelle territoriale parce qu'on s'est dit qu'en fait, on pouvait faire encore plus de gains si on faisait ce travail. Si on pensait territoire. Voilà, à une échelle territoriale. Et donc, du coup, on a développé tous ces modèles avec un laboratoire Armin de l'École des mines de Paris. Et on a voulu donc continuer le développement et bien sûr le tester sur un territoire. C'est pour ça qu'on a répondu à un appel à projet de l'ADEME. Et on a lancé en 2019 le projet Epiflex. Et on a eu la chance que le Grand Port Maritime de Dunkerque a accepté qu'on travaille avec eux pour tester en fait l'ensemble des méthodes et des travaux sur le territoire. Donc votre terrain de jeu principal pour l'instant a été la zone portuaire, le port industriel et commercial de Dunkerque. Dites-nous un peu plus à l'origine, chaleur fatale, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour faire émerger ? Alors effectivement, concrètement, donc c'est un territoire à très fort enjeu. Donc ce territoire représente à lui tout seul 20% des émissions industrielles de CO2 en France. C'est énorme. Donc il y avait de quoi faire, de quoi s'amuser. Tout à fait. Donc il y a 5 gros sites de la métallurgie
qui ont des gisements de chaleur très importants. Donc aujourd'hui, il y a déjà une partie qui chauffe la ville de Dunkerque, mais il restait un gisement. Donc la chaleur fatale est utilisée pour chauffer en partie la ville de Dunkerque. Oui, déjà les hauts fourneaux d'ArcelorMittal chauffent depuis 1986 la ville de Dunkerque. Et les autres usages que vous avez pu identifier? Alors c'est de regarder sur la zone industrielle comment on peut faire de la symbiose industrielle et en regardant qui a besoin de chaleur en premier lieu. Donc en priorité 1, c'est emmener la chaleur à des gens qui ont besoin de chaleur. Ensuite, regarder qui a besoin de froid, donc sachant qu'on peut transformer le chaud en froid par des machines à absorption. Donc on peut traiter aussi cette problématique finalement en parallèle. Et on a travaillé avec le syndicat de l'eau du Dunkerquois sur la question de l'eau pour aussi faire des économies d'eau sur les territoires. Et donc on a travaillé avec une start-up qui propose une technologie très innovante de distillation membranaire qui, à partir de chaleur fatale et d'eau usée des industriels, produit de l'eau à qualité distillée, qui est une eau de qualité intéressante pour les industriels. Ça, c'est super prometteur comme innovation, parce que l'eau, le manque d'eau aujourd'hui est absolument l'un des enjeux clés. Donc, il y a une nouvelle technologie qui, en mariant chaleur fatale et eau usagée, eau usée, arrive à produire de l'eau distillée, c'est ça? Voilà. Je comprends la moitié d'un terme technique, mais c'est super intéressant le concept et les usages qu'on peut en dégager. Voilà, et du coup, en fait, on a travaillé sur des problèmes d'optimisation technico-économique systémique, c'est-à-dire qu'on traitait toutes les problématiques à la fois, ce qui est beaucoup plus efficace que de siloter, en fait, de regarder d'abord la chaleur, ensuite le froid, ensuite l'eau. Et donc, on a pu obtenir des choses très intéressantes. Donc, sur Dunkerque, on n'a pas travaillé tout seul. On a travaillé en partenariat avec un ensemble d'acteurs, de parties prenantes. Donc, le Grand Port, la collectivité locale, la Chambre de commerce et industrie et des associations locales d'économie circulaire. Et votre rôle spécifiquement était lequel? Donc, nous, on a piloté en fait le projet. Et on a aidé à la co-construction de ce projet parce que c'est essentiel donc de mettre tous les acteurs autour d'une table pour partager les données. Bon, déjà qu'on soit d'accord en fait pour faire ce projet de symbiose industrielle, partager les données, nous aider aussi à ouvrir les portes des industriels parce que c'était important d'avoir un tiers acteur neutre, on va dire, pour nous ouvrir les portes, qu'on puisse aller collecter les données. Donc à partir de l'ensemble des données, on a réalisé des scénarios technico-économiques qui nous permettaient des gains très intéressants, notamment en valorisant 1,3 TWh de chaleur fatale, on peut éviter 43 000 tonnes de CO2 par an et économiser 1,5 million de mètres cubes d'eau par an sur le territoire. Qui est quand même assez considérable comme, c'est très prometteur. Comme réduction, c'est très prometteur. Bon, là, vous avez quand même un peu de prise de recul, parce que ce projet, il a quand même déjà pas mal avancé. Si vous deviez partager quels sont les facteurs critiques de succès, quels sont les possibles pièges à éviter ou les freins pour ce genre de démarche, qu'est-ce que vous diriez? Effectivement, donc comme je l'ai dit, ce qui est très important dans des projets multi-acteurs avec beaucoup de parties prenantes, c'est la confiance des acteurs. C'est comment on crée ce climat de confiance, comment les gens ouvrent leurs portes, parce que souvent les industriels s'occupent de leur propre production. Et là, il faut aussi leur montrer que de tels projets, ça a beaucoup de valeur si on travaille ensemble. Et donc, montrer la valeur tant économique qu'environnementale et sociale pour tout le monde dans une relation gagnant-gagnante, c'est indispensable. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à la réalisation et à la réussite d'un projet. Après, en termes de freins, effectivement, aujourd'hui, on voit que pour mettre en place des infrastructures de grande ampleur, il y a encore des coûts, il y a des coûts nécessaires. Et il y a un petit travail encore réalisé en termes de dérisquage, donc côté financier, assurance. Il y a des choses qui existent, mais voilà, pour faire émerger plus de projets, je pense qu'il faudrait... Oui, parce que là, on parle vraiment d'un projet R&D qui nécessite d'investir dans des infrastructures un peu nouvelles. Et donc, on revient à la question qui émerge souvent quand on parle de comment faire en sorte que l'économie circulaire devienne un peu la norme. C'est quel nouveau mécanisme de financement, d'assurance mettre en place. Donc, effectivement, comme vous travaillez sur un territoire en plus, ça serait idéal qu'il y ait des nouveaux dispositifs pour mieux vous accompagner, c'est ça? Oui. Alors, c'est vrai que pour le moment, on ne travaille pas encore sur ces aspects-là, mais ça va être indispensable à l'avenir pour passer à l'échelle et
avoir des projets de grande ampleur sur les territoires de symbiose industrielle. Et vous ouvrez naturellement la porte à la question suivante, qui est de dire quid de la réplicabilité de ce beau projet? Oui, effectivement, c'est important de ne pas le faire qu'une seule fois. Et Oui. tout a été pensé pour ce faire, puisque tous les modèles implémentés dans nos logiciels sont génériques et réplicables. Donc en fait, bien évidemment, il faut s'adapter aux spécificités du territoire en termes de données, le jeu d'acteurs, les parties prenantes, etc. Mais dans le logiciel intégré au sein de la démarche Epiflex, voilà, on peut les utiliser partout. Donc sur tous les territoires d'industrie, les territoires à enjeu de décarbonation également. Donc il n'y a pas besoin d'être une zone industrielle comme Dunkerque pour que ce soit intéressant, bien sûr, de faire du Epiflex. Donc la démarche aujourd'hui, c'est même une marque que la R&D a déposée. Et donc, on est déjà en train de discuter avec d'autres territoires. Bon, là, ce qu'il faut, c'est absolument un territoire où il y ait des synergies possibles entre acteurs industriels. C'est ça la condition minimale pour pouvoir le réaliser. Oui, c'est ça. Disons qu'il faut quand même plusieurs sites localisés dans un voisinage proche. Et pas un site au milieu de la campagne où c'est un petit peu plus compliqué de faire la symbiose industrielle. Parce que ça a été pensé en mode symbiotique, multi-acteurs et tout ça. Bon, écoutez, passionnant vraiment ce projet. J'étais ravie d'en discuter. Est-ce qu'on pourrait avoir une image, une citation, quelques effets symboliques pour signifier un peu le rôle de ce projet? Oui, alors j'ai noté donc une belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume vraiment la valeur apportée par la symbiose industrielle. Et donc voilà la phrase. « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Magnifique. Pour qu'il y ait beaucoup de temples qui nous aident à décarboner et à circulariser les ressources dans notre pays. Merci. Merci Solène. Au revoir. Merci Valentina. Castignac a été heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale.